est-ce que des fois, il faut pas se dire qu'il y a certains clients qu'il faut refuser? Et c'est hyper dur de se mettre dans ce positionnement-là. Et salut, salut! Bienvenue dans cette nouvelle édition du Zoom. Si j'ai bien compté sur mes petits doigts, on en est au numéro 10. Donc, il va falloir que je m'achète une troisième main pour compter par la suite. Et on a aujourd'hui le grand plaisir d'avoir un invité spécial qu'on va vous présenter tout à l'heure. Et on va causer d'un sujet qui intéresse pas mal de monde parce que c'est une des grosses tendances du moment, c'est le statut freelance. Comment, pourquoi devenir freelance et on va essayer de vous faire des retours d'expérience les plus concrets possibles. Pour causer de ça, donc, je suis avec Gabriel. Salut. Salut! Et donc, on a un invité très spécial qui est Florentin. Salut Florentin. Salut. Alors, on fait ce numéro un petit peu à ton initiative, puisque tu avais pas mal d'envie d'aborder ce sujet. Mais avant ça, ça serait peut-être utile de raconter comment et pourquoi on s'est rencontrés. Notre tout premier contact, ça s'est fait, si je me souviens bien, sur un Startup Weekend, c'est ça? Oui, c'est ça, c'était le deuxième Startup Weekend qui s'est passé à Clermont. C'était en 2016, 16. 2016, il me semble. Et on avait, avec Gab et toi, du coup, monté la petite initiative qui s'appelait UA, je crois, à cette époque, qui était, Mm-mm. qui était une solution logicielle pour présenter des produits de façon assez ludique sur e-commerce. Et d'ailleurs, c'est un sujet qu'on continue un petit peu à bosser en interne à JDNco. On aura l'occasion peut-être d'en rediscuter. On te réinvitera à ce moment-là. Et donc, à l'époque, toi, tu étais encore étudiante, tu étais en quelque sorte en pleine reconversion dans le métier de développeur, c'est ça? C'est ça, parce que moi, je suis pas développeur ab initio comme la majorité des développeurs. J'ai eu un petit background côté industriel, donc j'ai été technicien aéronautique pendant 10 ans. Je réparais des avions sur l'aéroport de Clermont-Ferrand. Et un jour, j'ai toujours eu cette passion pour l'informatique qui était toujours là en fin de compte. Et je me suis rendu compte 10 ans après en disant, en fait, avec l'essor d'Internet et des MOOC, euh, on pouvait devenir développeur en formation. Et donc, tu avais suivi une formation en ligne, c'était de l'Open Classroom, si je me souviens Ça, bien. ouais, donc j'ai passé le diplôme de chef de projet multimédia, option développeur. Et ça m'a pris 1 an et demi à faire ça. Et du coup, j'ai eu mon diplôme. Et après, je me suis lancé en tant que freelance directement après cette formation-là. D'accord, direct. Tu n'as pas cherché à bosser dans une boîte, tout de suite, tu as voulu voler de Oui, tes voilà. propres Après, ailes. bon, après c'était plus une question logistique parce que j'habite pas en centre-ville. Pour trouver un travail directement, c'était un peu plus complexe. Moi, j'habite à 50 km. Et ça refroidit un petit peu les recruteurs d'embaucher quelqu'un qui habite assez loin. Donc du coup, je dis pourquoi pas, autant y aller franco et commencer avec un statut freelance en étant vraiment débutant. Après, j'ai eu de la chance de trouver des agents sur Clermont qui m'ont fait confiance pendant assez longtemps. J'ai travaillé pendant assez longtemps pour des agences clermontoises et ça s'est passé comme ça en fait. Et du coup, fil en aiguille, on reste freelance. Tu as été freelance par défaut, en fait, du coup. Pas spécialement par défaut. Ouais, pas spécialement par défaut. J'ai pas cherché vraiment. C'était surtout une continuité par rapport à cette formation-là qui était déjà assez, enfin, pas seul, mais sans l'être. Et du coup, on était à distance. Il y avait travail à distance. Moi, ça me faisait pas peur. Je suis quelqu'un d'assez autonome. Et travailler à distance, ouais, c'est quelque chose qui me fait vraiment. Qui me fait pas peur. Donc, du coup, je dis pourquoi pas. Alors, continuons comme ça. Et puis, j'avais cette fibre entrepreneuriale, étant donné que j'avais fait le Startup Weekend aussi. Et je voulais vraiment créer quelque chose de mes mains. Et je dis, bon, c'est l'occasion ou jamais de perdurer. D'accord. C'est vrai que ton cas est pas isolé parce que à chaque fois que je discute avec des boîtes qui cherchent à recruter des développeurs en informatique, en fait, ils se rendent compte que, je sais pas si c'est un phénomène générationnel, mais il y en a de plus en plus qui ont dans leurs exigences d'être en freelance, ils veulent plus du tout être salariés. Là pour le coup, c'est pas un choix par défaut,
Le salariat, non, je veux garder mon indépendance, etc. Et, et c'est en train de tourner sur une vraie lame de fond. Alors que je me souviens, moi, quand j'ai démarré mon activité solo, je vais faire encore une fois l'ancien qui raconte la préhistoire, mais c'était en 2000. Le terme même de freelance, c'était incompris, quoi. J'étais juste obligé, je devais raconter que j'étais chef d'entreprise, mais que je n'avais pas de salarié, que je travaillais tout seul. Euh, il n'y avait pas de statut particulier. J'avais dû monter une SARL à l'époque. Il n'y avait pas de statut auto-entrepreneur. Il y avait tout l'aspect portage salarial, tout ça, ça n'existait pas. Et j'ai l'impression que ça s'est énormément développé. Donc toi, tu peux même pas dire que ça t'est venu sur quelque chose qui a été dit avec tes collègues de classe, puisque tu as fait ça à distance. Donc toi, Gab, qui a fait un choix délibéré d'aller sur un statut freelance, quelle a été la démarche qui t'a amené à faire ce choix-là? Ouais, donc moi j'étais salarié. J'ai fait du coup, j'ai fait 7 ans de salariat du coup dans des domaines un peu divers. Et ce qui m'a amené à passer sur la partie freelance, c'est vraiment que j'avais envie de me challenger et de pouvoir être plus maître, on va dire, de mes décisions et de ce que je pouvais réaliser dans un projet. J'avais envie de pouvoir tester cette prise d'initiative et ça fait un peu cliché dit comme ça, mais que mes échecs, ce soit à cause de moi et que mes réussites, ce soit grâce à moi. Donc il y avait cette partie aussi besoin ou envie de plus d'indépendance. Mais c'est surtout de pouvoir être plus libre de ce que je faisais en fait qui m'a donné cette envie de me lancer en freelance. Ah oui, le côté j'ai envie d'être responsable de mes erreurs, en quelque sorte. Ouais, 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 non, mais c'est carrément ça. Et moi, le deuxième truc, mais qui est peut-être un peu plus propre au marketing, et quoique en dev, ça marche aussi, c'est que je voulais pouvoir travailler sur plusieurs projets d'axes complètement différents. Ce qui est, moi, j'étais pas dans une agence web, donc je travaillais dans une boîte qui avait plusieurs projets, mais donc on travaillait toujours sur les mêmes projets, et j'avais envie de pouvoir expérimenter sur plein de sujets différents et le freelancing permet donc de faire ça. Et toi, Florentin, c'était moins pour ce côté liberté, parce que tu n'avais pas de frustration particulière. Euh, Euh, J'avais quand même fait 10 ans de salariat avant, même si c'était pas dans le domaine de l'informatique, c'est 10 ans de salariat, c'est quand même 10 ans de salariat. Donc, du coup, j'ai pu voir une expérience dedans et j'ai vu que c'était quelque chose. Je voulais voir autre chose en fait. Je voulais vraiment m'émanciper moi-même, aller de l'avant, grandir en gros et créer. Ce que j'ai dit tout à l'heure, c'était créer quelque chose de mes mains. Voilà. Même si c'était une activité freelance qui n'est pas pour moi en tant que tel n'est pas vraiment de l'entrepreneuriat. Ça dépend un peu comme dans quel sens on va. On a un peu les avantages des deux côtés en fait. On a les désavantages de l'entrepreneuriat et les désavantages du salariat. Quand on est tout seul, freelance solo en fait. Il y a la vision qu'on voit aussi du freelance parce que enfin, dans l'esprit, le freelance, c'est donc celui qui répond à des prestations pour des clients, mais tu peux aussi avoir une partie qui est plus dans le lancement de projet où tu veux essayer de lancer des projets pour toi, ce qui rejoint un peu plus l'entrepreneuriat et les deux sont assez conciliables. Oui, ouais, on peut attaquer les deux. Alors après, ça dépend quelle priorité, je pense, quelle vision on a de son activité. Si on veut une activité, si on veut être freelance pour choisir ses projets et travailler pour des agences, tout en travaillant pour des agences, pourquoi pas. Ouais. En fait, ouais, on a une certaine liberté. Et ce que j'aime dire en fait quand on est freelance, c'est qu'on est libre de plein de choses. On est libre de réussir, mais on est libre aussi de se planter, entre guillemets. Maintenant que tu as eu ton expérience de freelance, quel rapport tu as avec le salariat? Est-ce qu'il a changé par rapport au moment où tu as quitté le salariat? Est-ce que tu as une nouvelle vision? Alors par rapport au salariat, oui, ça a complètement changé. J'ai pas de chef au-dessus qui me dit ce que je dois faire. J'ai pas d'horaire qui me dise à quelle heure je dois me lever ou à quelle heure je dois rentrer chez moi. Ça, c'est vraiment le côté vraiment cool du freelancing. C'est le bon côté du freelancing.
Après, après, comme je disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on a le choix. On a énormément de choix en tant que freelance de travail. On peut faire un peu ce qu'on veut, c'est-à-dire soit travailler pour un client final, soit travailler pour une agence. Et au final, ben, voilà. Donc c'est vrai que effectivement les horaires c'est un aspect important de la partie freelance puisque tu peux arriver à gérer si tu as envie de bosser un peu plus le soir, bah, tu peux bosser à ce moment-là et garder un peu plus de temps sur une autre plage horaire et ça te permet aussi, enfin en tout cas moi je vois pour mon cas d'être plus on va dire performant et productif puisque tu peux choisir les moments auxquels tu vas bosser. Oui, c'est vrai. Moi, ça m'est arrivé de bosser tard le soir parce que au début, je me faisais un peu violence entre guillemets en tant que freelance, c'est-à-dire je veux dire bon, le matin, je me consacre à mon activité, mais en fait, au final, je me suis rendu compte que bah, c'était pas forcément là que j'étais le plus performant. Moi, je suis un petit peu à hibou en fait. J'aime bien travailler le soir et voir la nuit. C'est là où il y a un calme complet à la maison, où je suis concentré à 100% sur ce que je fais. Et au final, bah, c'est là où je suis beaucoup plus productif. C'est le soir et la nuit, quoi. Ben, faut préciser que tu as des enfants en bas âge. J'ai des enfants en bas âge aussi. Bon, là, ils sont à l'école, donc maintenant, c'est la journée qui est calme. Avant, quand j'ai commencé mon activité, bah, j'en avais encore un qui était à la maison. Mais là, ils sont tous à l'école, donc c'est parfait. Et du coup, bah, il y a un créneau horaire. Bah, à chaque fois qu'il y a un attaque, quand on a des enfants, c'est le fameux créneau 16h30, 19h où ils arrivent, il faut les préparer. Donc là, on ne peut plus rien faire, donc on n'est plus joignable, plus disponible, on est à 100%. Et c'est ainsi un avantage du freelancing, c'est-à-dire qu'on peut vraiment être flexible par rapport à ses horaires et choisir les tranches horaires où on est à 100% disponible pour son activité. Oui, dans les échanges qu'on avait pu avoir, ce que tu disais par contre, c'est qu'il y avait un danger par rapport à bosser en régie pour des agences par rapport à ces horaires-là où ça devenait plus compliqué d'être flexible. Ouais, en fait, c'est la frontière entre le freelancing et l'assimilé salarié qui est dangereuse et qu'il faut éviter de toucher. Mais du coup, ouais, on n'a plus cette flexibilité-là. Si on est assimilé à une équipe, on n'a plus cette flexibilité horaire et du coup, on se retrouve avec les avantages du freelancing et des avantages du salariat à ce moment-là. Mais ouais, il faut faire très attention à ça. Toi, c'est quelque chose que tu as vécu directement du coup? Les horaires contraintes, au tout début, ouais, quand je connaissais pas trop et qu'il fallait que je prenne exactement, enfin, il fallait que je prenne les missions que j'avais. C'était pas des contraintes, c'était pas des contraintes d'horaire, mais il fallait vraiment que je respecte les horaires de l'équipe. Et chose qui est normale, c'est quand on travaille en équipe. Enfin, je pense, quand on veut travailler en équipe, il faut quand même rester flexible par rapport à cette équipe-là pour être intégré complètement dedans. Je parlais plus, tu dis le danger, c'est d'avoir une frontière un peu floue entre le freelance et le salarié. Et donc, il y a les horaires, mais il doit y avoir plusieurs d'autres aspects. Et donc, vu que tu en parles spontanément, est-ce que tu as vécu des choses par rapport à ça? Non, pas de cet ordre-là, pas sur une subordination. En fait, voilà, c'est que comment dire, le freelancing, ouais, le danger du freelancing, c'est ça, c'est d'être assimilé à un salarié, avoir les mêmes contraintes qu'un salarié, c'est-à-dire avoir une contrainte de subordination, avoir un chef au-dessus de toi qui va te dire ce que tu dois faire, avoir des horaires contraignantes, enfin, contraignantes au sens du terme contractuel, c'est-à-dire bah, tu feras 8h, 17h comme tous les membres de l'équipe. Et par contre, tu as un statut de freelance. Et ça, c'est le danger du salariat masqué, entre guillemets. Est-ce que c'est un truc qui fait beaucoup polémique en fait par rapport à ce statut-là, c'est que euh, il y a pas mal de gens qui se mettent à dénoncer le fait que le statut freelance est en fait juste utilisé parce que c'est moins contraignant que d'avoir un salarié et qu'on essaye d'avoir comme un salarié, mais pour dire les choses clairement, giclable à tout moment sans aucune procédure. C'est ça le danger, ouais. C'est ça le danger du freelance qui est assimilé à une équipe, qui est assimilé, qui va travailler, qui va avoir des contrats longue durée avec des agences, ou juste en restant dans la légalité, ils n'ont pas un plein temps, parce qu'ils ont pas, normalement on n'a pas le droit de travailler à plein temps en tant que freelance pour une agence, pour une entreprise. Il faut quand même prouver que tu as d'autres clients, il faut prouver que tu peux chercher d'autres clients aussi. Donc du coup, ils vont te faire un contrat genre 3-4 jours semaine sur 6 mois, 12 mois, enfin voilà, quoi, toujours renouvelable.
Mais ça ne te laisse pas le temps, en fait. Si tu prends 50 à 60% de ton temps, ça ne te laisse pas le temps de prospecter, ça ne te laisse pas le temps de prendre d'autres clients à côté. Donc, du coup, tu te retrouves avec un seul client, à travailler pour un seul client. Et c'est ça qui est le danger du freelancing, à mon avis. Ça, c'est un truc que j'ai vécu quasiment toute ma carrière solo. C'était un gros yo-yo entre des moments où j'étais blindé de taf et j'avais pas du tout le temps de prospecter, et des moments où il n'y avait plus rien parce que j'avais pas prospecté, donc j'avais pas préparé l'avenir, et où il se passait rien et je devais la trouille au ventre trouver d'autres missions un peu dans des conditions pas très très bonnes. Ouais, Et c'est un peu ce qui m'était arrivé alors dernièrement. C'était pas sur du compte. Enfin, c'était un client, c'était un contrat de maintenance que j'avais, c'était pas un contrat régie. C'est-à-dire que je devais réserver quand même 2 jours par semaine pour un client, pour une start-up, où enfin là, eux, ils me chargeaient en ticket de maintenance pour l'évolution de leur site. Et du coup, voilà, je vais réserver ces 2 jours-là. Et le problème, c'est quand tu as 2 jours réservés, tu peux prospecter d'autres clients, mais en général, soit quand tu vas travailler enfin, soit c'est pour du temps plein. En général, ils veulent chercher quelqu'un qui a dit 100% pour eux, pour des très courtes, très courtes périodes, genre 2 semaines. Mais tu peux pas parce que tu es déjà engagé avec quelqu'un d'autre. Donc du coup, moi, je suis passé à côté de plein de missions comme ça à cause de ça, parce que j'étais engagé à mi-temps sur un autre contrat. Et pour la petite histoire, en fait, pour terminer sur cette histoire-là, les 2 jours semaine, c'est ma dernière mission qui s'est passée. Et ça s'est assez mal terminé parce que, en fait, sur la fin, ils mettaient du temps à payer mes prestations. Et à la fin du jour au lendemain, on m'a dit bah, écoute, Florentin, ça s'arrête là pour toi, on met la clé sous la porte. On met la clé, on dépose le bilan. Et là je me suis retrouvé avec 2 mois et demi d'impayés. Et dit comment je fais maintenant Pour moi, ça allait pas trop mal. J'avais confiance. En fait, en gros, il y avait une liaison de confiance qui s'était installée parce que ça faisait 2 ans qu'on travaillait ensemble. Et je me suis retrouvé donc du coup avec aucun moyen de rebondir parce que du coup j'avais pas eu le temps de chercher d'autres contrats à côté parce que ce que je disais tout à l'heure c'est que les clients recherchent des gens qui sont à temps plein sur des courtes périodes. Et je me suis retrouvé en fait sans client à la fin. Et 2 mois de salaire et 2 mois de prestations dans le vent. Effectivement, c'est pas simple comme situation et du coup, ça ramène à une question qui est assez complexe, qui est de dire est-ce que des fois, il faut pas se dire qu'il y a certains clients qu'il faut refuser et c'est hyper dur de se mettre dans ce positionnement-là parce que tu te dis si je refuse et que derrière j'ai plus rien, bon, bah, comment est-ce que je fais? Euh, c'est compliqué aussi d'évaluer le risque d'une prestation puisqu'il y a des prestations qu'on peut considérer à risque, comme celle que tu dis, où tu es sur une boîte qui peut mettre la clé sous la porte, ou tu es sur quelque chose qui peut consommer plus de ressources que ce que tu penses. Quelles sont vos expériences par rapport à ça? Est-ce que vous avez déjà refusé des missions et est-ce que vous avez déjà hésité à le faire? Alors, moi, je peux dire déjà qu'apprendre à dire non, c'est un des jobs les plus compliqués quand tu te retrouves à devoir gagner toi-même directement les sous qui vont te permettre de bouffer à la fin du mois. C'est extrêmement J'ai dur. j'ai passé des années à me regarder devant la glace, à me dire non, 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 non pour m'entraîner. Et puis, une fois devant le client, bon, ok, on le fait. Et sinon, bah, pour compléter sur un autre angle le témoignage de Florentin, ce que tu décris là, c'est beaucoup d'émissions en régie où tu vends du temps. Moi, j'ai toujours cherché à privilégier des missions forfaitaires où, à partir d'un cahier des charges, je donne un tarif et après, je me démerde pour tomber le cahier des charges. Euh, où je donne un estimatif de jour, ne serait-ce que pour avoir un livrable, mais l'estimatif de jour, il est juste là à titre indicatif. Globalement, je le fais de manière forfaitaire. Et ça amène une certaine liberté. Ça permet d'être un peu plus maître de ce qui se passe et on peut réagencer son temps de manière un peu plus souple, ce qui peut potentiellement amener à moins avoir à dire non. Par contre,
moi aussi, je vais faire des retours assez négatifs. C'est un mode de fonctionnement qui peut s'avérer ultra dangereux parce que les deadlines, en fait, tu t'arranges pour caler tes forfaits pour qu'ils se suivent successivement en jonglant entre les contraintes des différents clients. Mais ça, c'est dans la vie rêvée. Ce qui se passe dans la vraie vie, c'est qu'il y a très souvent des projets qui glissent en termes de deadline, en termes de livrables, du cahier des charges ou autre. Et ça m'est arrivé je ne sais combien de fois de passer des périodes où j'attends que mes forfaits se débloquent et que je puisse les commencer. Et ils démarrent tous en même temps, alors que j'avais fait gaffe à ce que ce soit pas le cas, ce qui fait que je me retrouve à faire des journées infernales pour respecter des délais que je m'étais moi-même engagé à faire, mais sur un scénario où je pouvais bosser tranquillement, alors que avec toutes les demandes qui finalement arrivent en même temps, c'est assez compliqué. Et puis l'autre gros danger du forfait, c'est que le forfait est rentable si on se retrouve avec un périmètre de travail qui est celui qu'on avait estimé au départ. Et j'aime bien dire que le métier de développeur, ça reste un métier d'artisan. C'est pour le meilleur et pour le pire. Et là, le pire, c'est que, en fait, c'est finalement et malheureusement assez rare que les délais soient ceux qu'on imaginait au départ. Et ça va très souvent en débordant, en particulier sur les phases de finition ou de retouche ou d'aller-retour, parce que finalement, le client, c'est pas exactement ce qu'il voulait et ce qui amène à faire des forfaits qui, tout bêtement, sont pas rentables, quoi. Ouais, ça c'est difficile, ça. C'est vraiment un travail d'équilibriste de choisir entre vendre du temps. Parce que moi, la finalité, en fait, c'est que ce type de mission que j'ai fait où je le vendais 2 jours par semaine à un client, je pense que je le ferai plus. De la maintenance, en tant que freelance solo, je pense que je ne le ferai plus, mais je préférais, comme tu disais tout à l'heure, même s'il y a un risque sur les forfaits, vendre du forfait, vendre des prestations au forfait, sur des micro-missions, sur des semaines, enfin, sur des missions d'assez courte durée. Mais voilà, de la prestation long terme pour se sécuriser, je pense en tant que freelance, c'est pas une bonne idée. Autant retourner dans le salariat, à mon avis, si on veut faire du long terme chez un client. Oui, c'est ce que j'allais te dire, c'est que en fait, quand tu dis le terme vendre son temps, c'est un peu pour moi la définition du salariat, quoi. C'est ça, c'est tout à fait ça. Et quand on vend des jours des jours de travail à un client, en fait, on devient son salarié, entre guillemets, quoi.